organisée par le certificat marketing digital, une formation professionnelle organisée depuis maintenant 6 ans par le CCM Benchmark Institute en partenariat avec le SCP Business School. Nous avons souhaité aujourd'hui aborder en fait le thème des rendez-vous de data pour les entreprises en 2021. Plus que jamais, la data est au cœur en fait finalement des débats et le sujet est parfois complexe, imprécis, et il nous paraissait important de faire un zoom sur les grands enjeux et la feuille de route que doivent adresser les entreprises en 2021. Je m'appelle Hervé Druez, je suis co-directeur scientifique du certificat marketing digital. Et aujourd'hui, je suis en présence d'un de nos intervenants, Bruno Florence, qui est fondateur et dirigeant de Florence Consultant, de très longue date, et qui est également président du SNCD, le syndicat du Data Marketing Industrie. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous pour parler de ce sujet. Bonjour Hervé, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet, effectivement, de la data. Nous avons, pour préparer ce webinaire, se me poser la question avec Bruno de savoir quels étaient les grands dossiers que devaient aborder les entreprises en 2021. Nous en avons identifié 5. Et donc, c'est une vision 360 qui ne se veut pas trop technique, mais qui se veut plutôt vous permettant de faire, d'avoir une vision globale des enjeux et peut-être de se poser la question, que devez-vous faire sur chacun de ces dossiers? Donc, ces 5 dossiers, c'est la problématique du cookie consent que Bruno va aborder tout de suite. C'est la fin des cookies tiers et l'impact que ça va avoir sur la publicité. C'est la mise en place des data platforms. C'est la rupture avec l'arrivée de la nouvelle version de Google Analytics 4. Et enfin, c'est le sujet de la cybersécurité. Alors, comment va-t-on procéder? On va découper en fait cette session en 3 temps. Bruno et moi allons présenter en fait finalement ces différents grands dossiers. Ce que nous vous proposons, c'est de laisser vos questions et réponses pour la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas en fait à utiliser le chat pour poser vos questions. Et je ferai en quelques minutes une présentation du certificat marketing digital. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Et l'un des premiers gros dossiers qui nous paraissait important d'aborder, c'est la problématique de la mise en conformité imposée par la CNIL sur le cookie consent. Et je laisse tout de suite la parole à Bruno. Tout à fait, Hervé, tu as raison, c'est un sujet d'actualité puisque la date du 1er avril est une date importante. Alors, juste avant mon intervention, préalable à ce que je vais dire, je ne suis pas avocat. On va aborder des sujets juridiques importants, mais par la force des événements, je me suis suffisamment intéressé et travaillé sur ces questions dans le cadre du SNCD, mais aussi dans le cadre d'accompagnement de certains clients pour vous donner une interprétation qu'on va voir qui n'est pas complètement figé le contexte juridique dans lequel nous sommes depuis le 1er avril, puisque suite à la délibération de la CNIL du 17 septembre 2020, le recueil du consentement est devenu obligatoire pour les cookies et tout autre traceur, que ce soit des cookies first, que ce soit des cookies tierces. Et en définitive, la délibération évoque tous les types de traceurs, donc que ce soit des fingerprints, que ce soit des identifiants Android, des identifiants Apple, des SDK, et que l'environnement soit mobile ou web, et que l'univers soit logué ou non logué. Donc c'est très très large, c'est bien plus large que les cookies, c'est tous les identifiants. Alors, un acte positif est requis dès que l'on arrive sur une page web, et quelle que soit la page du site web, on a cette obligation d'un acte positif. Alors, est-ce qu'il y a des traceurs qui sont exemptés de consentement? Oui, la CNIL le précise, ceux qui sont nécessaires au fonctionnement d'un service, ils sont obligatoires, ceux qui sont nécessaires à l'authentification auprès d'un service. Et puis, on verra les traceurs de mesure d'audience, mais attention à certaines conditions. Et là, il y a quelques surprises.
Et puis, tous les traceurs conservant le choix du consentement ou du refus exprimé par l'utilisateur. Alors, quelque chose que l'on a d'unique actuellement en France, c'est ce bouton refuser. La CNIL a défini, et ça c'est très clair et appliqué par à peu près tous les sites depuis le 1er avril, enfin, normalement, on a trois boutons trois choix qui sont le bouton accepter, tout accepter, le bouton paramétrer qui permet par finalité ou par type de service ou par service de paramétrer l'acceptation ou le refus du cookie. Et puis un bouton refuser. Alors le bouton refuser, c'est une exception française. Je crois qu'on est les seuls au monde à faire cela. Enfin, c'est ce que les juristes disent, qui est de refuser l'ensemble. Alors, il faut mémoriser ce refus. Donc, refuser nécessite de déposer un cookie pour ne pas redemander par la suite le consentement. Alors, derrière se pose la question de la durée de conservation sur laquelle la CNIL a donné quelques informations. Donc la durée de conservation doit être appréciée au regard, au cas par cas, quelque part, au regard de la nature du site web. Et généralement, il donne une conservation des choix pendant une durée de 6 mois, qui constitue une bonne pratique. Alors, c'est une bonne pratique, ça n'a pas de valeur légale, mais ça constitue une doctrine qui, il semble, au travers des derniers contacts qu'il y a eu avec la CNIL, peut être remis en cause et modifié pour arriver à 1 mois, 2 mois, voire une semaine. C'est les retours d'expérience que j'ai, donc c'est encore quelque chose qui n'est pas complètement figé. On a d'autres durées. Le cookie mesure d'audience, c'est 25 mois. Le cookie publicitaire, c'est 13 mois. Donc, pour mettre en place cette obligation de consentement, des éditeurs de CMP se sont développés, de Consent Manager Platform. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez un outil de CMP que ça résout votre problème. En définitive, il faut le configurer. Et donc, c'est l'éditeur du site qui est responsable des choix. Ce n'est pas l'éditeur du CMP. Et parfois, c'est des choix difficiles, économiques, parce qu'on peut estimer que le recueil du consentement peut priver parfois de 40-50% d'un volume de cookies et donc impacter des choix économiques importants. Donc, il est important dans ce contexte, et ça c'est une recommandation forte, de travailler et d'optimiser le texte autour du recueil du consentement par des tests. Si vous regardez les éditeurs de CMP, vous voyez qu'il y a quand même quelques retours d'expérience qui ont été faits, de tests, et qui montrent qu'on peut, en moyenne, quand vous mettez un CMP en marche, vous avez 50% d'acceptation, et on peut, par un travail autour de l'ergonomie, autour des phrases que vous mettez, des textes que vous mettez associés au CMP, monter jusqu'à 80% d'acceptation. Donc l'enjeu est important sur le travail du CMP. Point aussi important qu'il y a eu lorsqu'il y a eu un recours auprès du Conseil d'État justement sur une première délibération de la CNIL auquel le SNCD a participé avec notre association, c'est le cookie wall. Donc le cookie wall est un dispositif par lequel l'éditeur d'un site conditionne l'accès au contenu de ses pages au fait que le visiteur exprime son consentement à la pose d'un cookie sur son ordinateur ou sur son mobile. Alors, pourquoi les cookie walls sont importants? On va en voir un ici. C'est principalement pour préserver le modèle économique des éditeurs de contenu, des médias. Là, vous avez cette copie de la page web d'un grand éditeur national qui, parce que je n'ai pas accepté les cookies, réduit l'accès au contenu du site. Ce n'était pas évident à la première délibération. Maintenant, c'est toléré sur certaines acceptations, mais un certain nombre de sites médias ont fait ce choix. Point suivant sur les cookies d'analyse d'audience et puis le cas de l'email qui est intéressant. Alors, il se trouve que suite aux nombreuses demandes qu'a eu la CNIL sur les cookies de mesure d'audience, on a les outils d'analyse de mesure d'audience. La CNIL a publié une note le 8 mars 2021 sur lesquelles elle précise que on peut se passer d'un consentement cookie sur la mesure d'audience dans la mesure où on fait globalement des statistiques anonymes uniquement. Autrement dit, si je fais de la statistique page par page, agrégée,
J'ai pas besoin de consentement, et si je traduis ça sous forme de volume, pourcentage, pas besoin de consentement. Mais si je commence à faire un suivi individuel du visiteur ou sur un terminal, suivi individualisé qui va me permettre de déterminer des cohortes, etc., on sort de la finalité d'audience sans consentement. Ça veut dire concrètement des choses qui restent encore assez floues. L'optimisation en test AB, par exemple, nécessite un suivi individuel et donc né au travers de l'interprétation stricte de la délibération de la CNIL, pas possible sans consentement, ce qui pose quelques problèmes. Donc, si on veut optimiser, par exemple, sa CMP en faisant du test AB, pour l'instant, c'est un point de flou qui reste à valider par la CNIL, sur lesquels on n'a pas encore de retour. Si c'était le cas, s'il fallait le consentement, on serait aussi le seul pays au monde à avoir cette pratique. Vu ce problème, la CNIL notamment a soumis un formulaire sur son site très récemment pour les outils de mesure d'audience pour évaluer si, en fonction de leur mode de fonctionnement, ils doivent être soumis au consentement. Et ils se sont engagés à avoir une recommandation d'outils pour juin 2021. Dans l'attente, je pense qu'on peut encore travailler comme on travaillait avant sur les outils de mesure d'audience. Alors, un autre impact, la personnalisation des pages web issues des moteurs de recommandation est aussi dans cette zone de flou, et on est dans ce contexte important. Ensuite, nous avons le cas de l'email qui est évoqué après. Donc, dans le contexte de l'email, il est très clair que lors des discussions qu'on a eues avec ce groupe d'associations professionnelles, le pixel d'ouverture d'un email et le clic d'un email n'est pas considéré comme un traceur au sens qui a été défini par la CNIL. Donc, on n'a pas besoin de consentement sur ce sujet-là. Ce n'est pas évoqué, l'email n'est pas évoqué dans la délibération de la CNIL, donc ça reste oral, mais pour l'instant, nous, au sein du SNCD, comme on a beaucoup d'acteurs dans le domaine de l'emailing, c'est là-dessus qu'on se base. Par contre, si vous êtes amené à déposer un cookie à l'ouverture ou au clic d'un email, il aura bien sûr fallu recueillir le consentement en amont, sinon vous n'êtes pas dans un cadre légal. Donc, comme on le voit quand même, quelques zones de flou, c'est normal, hein, on a eu quelques zones de flou aussi sur la mise en place du RGPD que la CNIL va tâcher de clarifier dans les mois qui arrivent. Très bien, merci Bruno. Donc, comme vous l'avez compris, le consentement cookie est un premier dossier capital, mais il n'est pas le seul. Il y a un deuxième dossier qui l'accompagne d'une certaine manière, c'est la fin des cookies tiers et son impact sur la publicité. Alors, ce que je ferai dans un premier temps, c'est rappeler rapidement ce qu'on entend par cookies tiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cookies tiers sont, depuis 25 ans, à la base de la publicité en ligne. Vous avez deux types de cookies en fait à considérer, des cookies qu'on appelle first party, qui sont déposés par le site que vous visitez. Donc, on peut dire que c'est de l'information propriétaire du site, qui est d'ailleurs soumise au cookie consent, comme Bruno vient de l'exprimer assez longuement. Mais vous avez un deuxième type de cookies qu'on appelle des cookies tiers. Donc, les cookies tiers sont déposés sur le site visité par un tiers. D'accord ? Ces tiers sont souvent des tiers qui sont des tiers publicitaires, et cette collecte d'informations par des sources tiers sur des sites visités ont bien évidemment, vous voyez, une particularité, c'est que comme elles sont posées sur des sites différents, elles permettent de suivre la navigation d'un individu, ou plutôt d'un navigateur cookie, sur le web. Ces informations de suivi en fait, de navigation sur le web, individuelles, permettent de faire deux choses. Du profiling, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, déduire du fait que vous êtes allé voir un site de déménagement, un site de décoration, un site d'immobilier, que vous êtes certainement un intentionniste déménagement à court terme, ou ces informations vont servir également à tout ce qui est suivi publicitaire. Est-ce que vous avez été exposé à une publicité sur un site A? Est-ce que vous avez été exposé à une publicité sur un site B? Et qui va notamment, par exemple, permettre de limiter la répétition de la publicité sur un individu. Alors, aujourd'hui, ces cookies tiers qui sont essentiels à la publicité
sont aujourd'hui dans une tourmente qui n'est pas nouvelle. Je dirais la problématique du cookie tiers, la fin du cookie tiers, s'est annoncée depuis mai 2018 avec l'arrivée du RGPD et avec effectivement cette question du cookie consent. C'est un sujet dont on parle beaucoup, lié à la montée progressive, en fait, finalement, du pourcentage d'internautes qui utilisent des adblockers. Aujourd'hui, les études convergent, qu'on prenne les études IEO ou eMarketer, convergent vers une stabilisation d'à peu près 30% d'adblockers sur les internautes français. Mais le gros sujet, c'est les décisions qui ont été prises par les éditeurs de navigateurs. Donc, c'est bien évidemment Apple en 2017 sur Safari, suivi par Firefox en 2019. Mais surtout, le gros coup de tonnerre dans le monde de la publicité, c'est l'annonce, début 2020, par Google, qui aujourd'hui, sur Chrome, détient 65% de part de marché, d'arrêter en fait finalement les cookies tiers à l'horizon de 2022. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, on arrive dans une phase qui va être une phase de fin des cookies tiers. Donc cette fin des cookies tiers, la question c'est de bien comprendre quelle est son incidence. Alors l'incidence, elle est importante à plusieurs niveaux. C'est vraiment le pavé dans la mare de la publicité ciblée, parce que la première chose qu'on ne pourra plus faire, c'est des ciblages individuels. Donc ça va être, on pourra les faire sur les sites, mais vous voyez, continuer à tracer un individu sur le web comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est terminé. Deuxième chose, vous voyez bien que la conséquence directe de cette perte de cookies tiers va faire perdre des indicateurs de réconciliation publicitaire multi-environnement et qu'on va être confronté à des problématiques assez importantes de mesure du capping, donc de la répétition par exemple d'une publicité. On va être confronté à la problématique d'attribution marketing, c'est-à-dire lorsque vous aurez visité un site A puis un site B, je ne vais plus pouvoir effectivement consolider ces informations et faire des attributions d'une conversion. Et c'est bien évidemment la fin du retargeting traditionnel. Donc, c'est, vous voyez, des gros changements dans la publicité ciblée qui s'annoncent. Mais deuxièmement, c'est également un impact très fort sur l'écosystème des acteurs publicitaires. Il y a une étude qui a été faite, d'ailleurs par Google, qui montre que l'ensemble des 100 premiers éditeurs en fait, du marché vont avoir une perte de chiffre d'affaires estimée à 52% de leur chiffre d'affaires. Voyez bien à quel point c'est violent et à quel point, effectivement, l'ensemble des éditeurs percevant des revenus de la publicité peuvent être inquiets. Et bien évidemment, l'inquiétude est aussi très liée au renforcement des avantages que vont avoir, en fait, finalement, les acteurs du GAFA, Google, Facebook, Amazon, qui sont excessivement puissants et qui, eux, en fait, finalement, travaillent dans des environnements logués, vous voyez, donc qui sont en first party data, qui sont beaucoup moins dépendants de cette donnée tierce. Et bien évidemment, ça pose de grosses questions. Sachez qu'aujourd'hui, il y a une action qui a été lancée en Grande-Bretagne pour abus de position dominante contre Google, en dénonçant le fait que cette suppression de cookies tiers est très favorable à l'élimination de sa concurrence. Alors, quelles sont les solutions? Sur quoi doit-on se pencher demain? Et sachez qu'aujourd'hui, vous allez, dans les années qui viennent, aborder certainement la publicité de façon un peu différente. Première chose qu'on voit sur les solutions, c'est le retour très fort du contextuel. Donc, le contextuel, c'est la capacité aujourd'hui qu'ont certains outils ou certaines solutions, je peux penser à des solutions comme Weborama par exemple, de faire des analyses de l'ensemble des URL sur le web, de faire des analyses sémantiques et de vous permettre de vous positionner dans des environnements qui sont des environnements pertinents par rapport à vos publicités. Donc, on est en train de rentrer, vous voyez, peut-être certains parlent de retour en arrière, moi je pense qu'on est plutôt en train de rentrer dans un monde de l'hyper-contextuel avec ce qu'on verra des CPM différenciés, c'est-à-dire qu'en fonction des contextes, les CPM, donc les coûts d'accès, coûts pour 1000 pour la publicité, seront plus ou moins variables.
Et deuxième type de solutions qui sont en train de se mettre en place, ce sont des solutions qui sont basées sur l'identification des internautes. C'est-à-dire, on va demander aux internautes de s'identifier. Donc, il y a deux types de solutions. Des solutions qui sont personnalisées. Je vais aller naviguer sur Le Figaro, par exemple, et on va me demander de me loguer. Si je suis logué, je suis en first party data. Et voyez bien que quand je suis en navigation loguée, je suis plutôt dans une logique qui est une logique CRM. C'est-à-dire que j'ai bien un log d'une personne que je connais sur lequel j'ai un certain nombre d'informations. Il y a d'autres initiatives qui sont mises en place actuellement, c'est des solutions d'identification mutualisée. Donc, les solutions d'identification mutualisée, on peut citer par exemple le Pass Média du groupement des éditeurs de services en ligne, le GEST. On peut citer ce qui est en train de faire Alliance Gravity, également un grand regroupement en fait, d'éditeurs, acteurs sur le web, ou ce que peut faire par exemple Valius du groupe Muliez, avec ses marques Leroy Merlin, Auchan et autres, qui essaient d'avoir en fait finalement un identifiant unique. Alors vous voyez, finalement, c'est de repartir vers des logiques de type CRM. La dernière solution qui est à considérer, c'est la solution qui est apportée par Google. Alors, Google, avec sa gigantesque puissance de frappe, qui aujourd'hui a met en place en fait une approche qu'on appelle le Privacy Sandbox, notamment basée sur les flocks. Alors, les flocks, c'est quoi? Ce sont des cohortes, c'est-à-dire que dans son univers, Google ne va plus identifier un individu à part entière, mais va faire des regroupements d'individus ayant des comportements particuliers et des regroupements anonymisés. C'est-à-dire qu'on ne ciblera plus un individu, on ciblera un groupe d'individus ayant un comportement similaire. Sachez qu'aujourd'hui, comme sur beaucoup de dossiers sur la data, on est encore dans le flou parce que Google vient de démarrer en fait ses tests sur le marché international, mais aujourd'hui n'a pas lancé en fait les tests en Europe et s'interroge sur la conformité qu'il y aura sur ce dispositif avec le RGPD. Donc voilà un peu sur le sujet du cookie tiers et publicité. Vous voyez que c'est un gros sujet, mais ce n'est pas le dernier. Et je laisse à nouveau la parole à Bruno pour vous parler d'un nouveau chantier sur lequel on souhaitait attirer votre attention, qui est le chantier des data platforms. Oui, Hervé, tu en as un petit peu parlé, et donc je vais revenir dessus, je vais le développer. Effectivement, le chantier des data platforms est important. Ce qu'on a constaté avec les différents confinements, c'est que les marques, au détriment d'un marketing plutôt PRM qui était orienté vers de la recherche de volume et d'acquisition, on voit que les marques ainsi que les data providers se voient confirmer beaucoup plus la tendance à un recentrage vers une meilleure connaissance des clients et la mise en place de stratégies conversationnelles qui vont s'appuyer sur un enrichissement, une très bonne connaissance de leurs propres fichiers, des préférences et aussi la permission de leurs propres clients d'utiliser leurs données. Alors, ce qui se passe avec la disparition des cookies tiers, c'est ce qui est mis au devant, ce sont toutes les données first party et éventuellement seconde party, et bien sûr les cookies first party qui sont devenus la clé de voûte des entreprises pour faire leurs opérations marketing, puisqu'il y aura à terme plus de cookies tiers. Et donc, pour cela, beaucoup de marques sont en train de réinventer ou du moins retravailler leur marketing à partir de bases de données unifiées. On n'aura que des données first party dans une seule plateforme connectée. Alors, certains disent que l'année 2021 sera celle des data platforms et notamment des CDP. Peu importe le nom, en tout cas, toutes les marques, tous les annonceurs travaillent sur ces données unifiées qu'ils constituent pour leurs propres besoins. Et donc, on est dans le développement beaucoup d'un marketing customer-centrique et sur lesquels les annonceurs vont chercher à recevoir, à enrichir leurs données, trouver des insights. Et donc, naturellement, le besoin, c'est de se connecter à des bases tierces pour enrichir et accompagner tout au long de la relation et sur tous les canaux, et notamment dans la customer journée.
Donc, l'identifiant cookie disparaissant, sauf le cookie first, et on ne peut plus se le passer, d'autres identifiants, tu l'as évoqué, anonymisés, apparaissent pour le remplacer. Alors, moi, ce que j'ai vu sur le marché, c'est que d'abord, on voit apparaître parfois des DMP qui se convertissent à ce sujet de l'ID partagé, notamment Zeotap, qui est une start-up américaine qui a d'ailleurs relevé de l'argent avec un dispositif qui s'appelle ID+, qui a été notamment choisi par Prisma Media comme identifiant sur ses sites médias. On a d'autres acteurs, je pense qu'un des plus connus, c'est LiveRamp, qui a aussi développé un identifiant qui est en train de tester en faisant des A/B tests entre puisqu'on peut encore en faire, il y a encore des cookies third party, donc avoir des cookies third et puis l'identifiant sur des campagnes publicitaires, dispositif à la performance. Qu'est-ce que donne le résultat? C'est en cours. Le groupe WPP qui, suite à une fuite avec un article paru dans le New York Times, a un projet mondial sur ce sujet, avec plusieurs centaines de millions de dollars sur bref, vraiment un marché qui avec plein d'initiatives sur ces ID cookies. Alors, ma recommandation, c'est quand vous avez des données first party, eh bien, n'hésitez pas à les conserver, à les enrichir et à en recueillir le plus possible. Plus elles seront riches, plus vos taux de reconnaissance avec ces nouveaux systèmes d'ID partagés seront importants et vous permettront d'avoir des opérations publicitaires performantes. Alors, ces ID Connect, qu'est-ce qu'ils vont vous permettre de faire? Des choses qu'on faisait avec les cookies third, c'est-à-dire de s'adresser à l'écosystème publicitaire, à la performance, avec toute la chaîne DSP, SSP, ad server, et d'enrichir les données, enrichir des données first avec d'autres données externes, des insights, dans des contextes anonymisés et protégés qu'on appelle parfois clean room. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ce qu'on constate dans la pratique, c'est que l'email semble avoir une nouvelle vocation. Il est extrêmement utilisé comme constituant des plateformes de résolution d'identifiants, car il constitue quelque part une clé vraiment essentielle et assez universelle. Donc, c'est pas le retour de l'email parce qu'il était toujours présent, mais un nouvel usage de l'email. Donc, ma recommandation, n'hésitez pas le plus possible à augmenter le taux de recueil d'emails de vos visiteurs de différentes façons. Il y a plein de dispositifs connus et ça fait partie pour moi d'une de mes fortes recommandations qu'on vous donnera à la fin de ce séminaire. Très bien, merci Bruno. Nouveau dossier à prendre en compte, c'est la rupture auquel on commence à être confronté dans l'analyse d'audience avec la sortie de la nouvelle version de Google Analytics 4. Donc, c'est un sujet très intéressant, puisque Google Analytics arrive après une histoire de plus de 15 ans de Google Analytics, qui avait commencé par le rachat d'Urchin en 2005. Et j'allais dire, nous avons tous été biberonnés à la lecture d'audience Google. Aujourd'hui, Google, en fait, finalement, lance une approche très différente, et notamment pour se mettre à la page de mesures d'audience plus, modernes, qui ont été lancées par des acteurs comme, par exemple, Facebook, qui est une mesure qui est basée sur le user, l'individu, et non pas la visite, et qui, d'autre part, est centrée sur les événements, c'est-à-dire l'ensemble des interactions, et pas uniquement sur les pages vues. Donc, c'est une rupture historique dans la mesure d'audience, et la promesse, en fait, finalement, qui est faite par Google avec sa version Google Analytics 4, est la suivante. Elle est à plusieurs niveaux. Déjà, on est sur un nouveau mode de tracking. Je viens d'en parler rapidement. Historiquement, la mesure Google Universal était centrée, Universal Analytics, excusez-moi, était centrée plutôt sur les sessions et les pages vues. Là, on va rentrer sur une mesure qui est beaucoup plus centrée sur la notion d'utilisateur et d'événement. Donc, un événement, c'est quoi?
c'est tout type d'action de l'internaute sur un dispositif web. Ça peut être bien évidemment une page vue, mais ça peut être le lancement d'une vidéo, ça peut être un scroll, ça peut être le clic sur un lien sortant. Voilà, toutes ces actions sont considérées comme des événements. Point important, d'ailleurs, avant de parler de l'intelligence artificielle, c'est que ces interactions sont très souvent intégrées d'emblée à Google Analytics 4. Vous n'avez plus à les paramétrer. Dans le passé, lorsque vous vouliez suivre, par exemple, un scroll down, il fallait le paramétrer sur Google Analytics. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ces interactions sont intégrées. Tout ce qui est téléchargement, lancement de vidéos, scroll down est intégré d'emblée sur la plateforme. C'est une solution qui est très fortement dopée à l'intelligence artificielle. Alors, ça a des bons côtés, à mon sens, et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que il y a de plus en plus, en fait, finalement, de lecture dynamique qui va vous être proposée au travers de différents widgets. Point négatif, c'est que vous êtes parfois face à une nouvelle boîte noire et que certains filtres que l'on pouvait mettre avant sur Google Analytics en version universelle n'existent plus. Point très important, c'est une mesure qui est une mesure web plus app, qui est une mesure cross-platform. Donc ça, c'est quand même un élément très fort en fait de cette nouvelle version. Elle va permettre en fait finalement de suivre de façon beaucoup plus fine le déplacement des internautes sur des écosystèmes web plus applications. Et enfin, on voit bien un souci très fort de mise en conformité avec le RGPD dans une version qui est beaucoup plus respectueuse de la vie privée et qui, par exemple, anonymise d'emblée l'ensemble des IP et donc qui voilà, se met beaucoup plus et beaucoup plus respectueuse de tout ce qui est vie privée des internautes. Alors, quelles conséquences ça a pour vous? Sachez que l'ancienne version Google Analytics ne sera plus maintenue, que très certainement, sur les nouvelles créations de comptes, on risque de vous faire passer assez vite à la version Google Analytics 4. Attention, c'est des lectures très nouvelles, c'est très déstabilisant. Vous allez devoir jeter pas mal de vos anciennes grilles de lecture, d'anciens tableaux de bord que vous aviez en Analytics. Il va falloir les revoir. Et puis, vous n'allez pas récupérer l'historique. C'est-à-dire, lorsque vous passerez sur Google Analytics 4, vous passez sur un nouvel environnement. Les données que vous avez sur Google Analytics Universal ne seront pas transférables. Donc, c'est le conseil, en fait, à mon avis, qui est important à donner aujourd'hui, c'est préparer cette migration. Alors, préparer cette migration, ça veut dire quoi? C'est le conseil qui est donné par, je pense, l'ensemble des consultants sur le marché, c'est garder la version actuelle, mais mettez en place en parallèle la version Google Analytics 4, sur laquelle vous allez avoir 3 grandes problématiques à traiter. C'est se former et former vos équipes. C'est comprendre la nouvelle logique de mesure, qui est parfois effectivement un peu déroutante. Et là, vous verrez que certaines fonctionnalités, par exemple, aujourd'hui sont absentes. On peut parler, par exemple, des points d'attribution marketing, par exemple. Et puis, il y a un point important, c'est la collecte de l'historique. Donc, le message central, c'est attention, une grosse rupture dans la mesure d'audience avec cette nouvelle version de Google Analytics. Oui, vous avez compris ce que je veux dire. Il faut absolument que vous y prépariez. Dernier point, et je vais à nouveau passer la parole à Bruno, c'est le gros sujet de la cybersécurité. Et Bruno, je te relaisse la parole. Oui, merci Hervé. Alors, effectivement, gros sujet, gros enjeu. Alors attention, je vais surtout et principalement parler de la cybersécurité des données. Premier point, d'abord, c'est un axe de contrôle officiel déclaré par la CNIL, la sécurité des données sur vos sites web, etc. Nouveauté par rapport aux autres années sur la façon dont la CNIL fait les contrôles, ils sont aussi en confinement et toute la politique, tout le consentement cookie peut être contrôlé à distance.
Donc, avant, vous aviez la CNIL qui pouvait venir chez vous et puis qui instruisait, qui regardait, qui voulait accès aux données. Là, l'accès aux données, notamment sur le respect du consentement cookie, va se faire à distance. Et donc, les premiers retours qu'on a, c'est la CNIL fait le contrôle, vous recevez, elle fait son rapport, vous recevez le document, et vous avez 15 jours pour réagir. Ça, c'est quand même une nouveauté, bien sûr, sans avoir vu personne de la CNIL. Donc, un point important. Si vous êtes un petit peu attentif à l'actualité, on a déjà vu plusieurs condamnations qu'il y a eu pour des problèmes de sécurité. Toutes ne sont pas publiées, mais il y en a un certain nombre. Et on a eu notamment un exemple en Allemagne sur un problème qui est un problème de sécurité ou qui se mêle avec une évolution de la législation. En définitive, il y a une décision outre-Rhin, de la CNIL outre-Rhin bavaroise, qui est associée à la validation du Privacy Shield par la justice européenne. Le Privacy Shield, c'était le droit qu'on avait, la possibilité qu'on avait de transférer nos données aux États-Unis. Eh bien, l'autorité bavaroise de protection des données vient très récemment, il y a un mois, de considérer que l'utilisation sans garde-fou de l'outil de newsletter très connu et leader mondial dans son domaine Mailchimp par une société allemande ne permet pas effectivement de garantir la protection des données, étant donné que les données de Mailchimp sont stockées aux États-Unis. Et donc, au regard des risques encourus par le transfert de données vers les États-Unis, avec l'arrêt du Privacy Shield, il y a eu la plainte d'un internaute et l'autorité bavaroise a condamné l'annonceur dans l'utilisation de cet outil. Pourquoi? Eh bien, aussi aux États-Unis, il y a le Cloud Act qui évidemment permet à beaucoup d'acteurs d'accéder aux données stockées dans les clouds américains. Alors, Mailchimp pourrait être considéré comme un fournisseur de services de communication électronique, mais le responsable de traitement, c'est quand même l'utilisateur européen qui n'a pas évalué ce risque. Peut-on lire dans la déclaration de la décision de l'autorité bavaroise de protection des données. Donc, on le savait ça depuis le début que Mailchimp n'avait pas les données, on n'avait pas de serveur en Europe. Donc, moi, en tant que président du SNCD, qui a énormément d'éditeurs d'outils de CRM et de gestion de campagne d'emailing, j'ai plutôt tendance à vous recommander d'utiliser des acteurs qui sont du même niveau, voire bien meilleurs que Mailchimp, qui n'est pas forcément toujours le meilleur dans l'ensemble des fonctionnalités. Et attention, à cet effet de contagion, je ne sais pas ce que va donner au niveau européen cette décision de la CNIL bavaroise, mais vérifiez bien que vos données sont hébergées sur un territoire européen. Autre condamnation aussi, le 27 janvier, deux amendes distinctes, l'un pour le responsable de traitement, l'autre pour le sous-traitant, au regard de leurs responsabilités respectives accrues. En définitive, il s'agit toujours d'un formulaire. C'est souvent géré par les sous-traitants et donc il faut vraiment faire attention. Ce formulaire avait subi des attaques régulières et il était mal protégé. Et le sous-traitant en charge du formulaire a mis plus d'1 an pour le sécuriser par un CAPTCHA. Il a voulu faire avec d'autres dispositifs, etc. Et entre-temps, 40 000 données personnelles ont ainsi été volées. Et la condamnation a été pour le responsable de traitement, 150 000 €, l'entreprise n'a pas été nommée, et 75 000 € à l'encontre du sous-traitant, ce qui est une première. Ça montre bien la responsabilité de conseil du sous-traitant sur ces aspects sécurité qui a été souligné par la CNIL. Il semble aussi que les deux prestataires, les deux sociétés, aient mis du temps à réagir. Ensuite, affaire, effectivement, une autre condamnation aussi a eu lieu avec un leader de la vente en ligne français dont un responsable de stock avait accès à l'ensemble du fichier client non anonymisé avec une amende qui a été donnée par la CNIL proportionnelle puisque ce fichier a été revendu. Donc, toutes les technologies de cryptage, mais surtout d'anonymisation qui vont permettre de rendre anonymes des données personnelles
sont vraiment à regarder de près. Moi, je le vois au sein des entreprises, elles ne sont pas forcément énormément utilisées et il va y avoir des prestataires qui vont offrir de plus en plus des anonymisations extrêmement fiables à des coûts intéressants. Et elles vont vous permettre de mieux travailler. Que faisait, dans l'exemple que je vous ai montré, un responsable de stock qui avait accès aux 30 millions de clients du site e-commerçant avec l'ensemble des données? Donc, vraiment, le fait de cartographier, et c'est d'ailleurs un engagement que vous devez avoir auprès de la CNIL, les risques de perte de données, de vol de données, et mieux cartographier aussi ces accès aux données vont faire partie des incontournables que va vous demander votre DPO dans le contexte sécurité, votre service informatique. Et les technologies, je le répète, d'anonymisation sont vraiment à votre disposition là-dessus. Attention, donc c'est un sujet sensible, ne serait-ce que pour votre réputation, parce que vous pouvez être cité par la CNIL pour ce problème. Et d'autre part, je rappelle qu'en cas de vol de données, il faut le signaler à la CNIL et vous pouvez être obligé de prévenir l'ensemble de vos clients, ou prospects, ou du moins tout l'ensemble des données des personnes qui étaient présentes dans ce vol. Très bien, merci Bruno. En conclusion, une feuille de route en fait en 5 points qu'on a essayé en fait finalement de rendre très synthétique. Le grand dossier de tout ce qui est mise en conformité sur le cookie consent. Attention, on a dépassé effectivement, la fin de tolérance était au 1er avril. Donc aujourd'hui, assurez-vous effectivement d'être en règle avec les dispositions CNIL sur tout ce qui est collecte en fait de cookies et optimiser l'ergonomie de vos cookies management platform pour tout ce qui est en fait acceptation de cookies. Alors là, c'est un gros dossier qu'il faut creuser, mais c'est le premier dossier qui est capital à prendre en compte. Deuxième dossier, c'est la fin des cookies tiers et son impact sur la publicité. C'est important, parfois beaucoup de choses restent encore floues à date. Je vous ai parlé tout à l'heure des cohortes Google, par exemple. Donc, peut-être le conseil principal, c'est aujourd'hui, c'est plus que jamais capitaliser sur vos first-party data. Donc, sur des données qui sont des données propriétaires, aller vers des données CRM, comme l'a exprimé Bruno tout à l'heure, la collecte de l'email est capitale. Et notamment, va vous permettre d'aller sur le troisième grand dossier, c'est le développement des data platforms. Donc, voilà, la systématisation du recueil de l'email qui va devenir en fait un identifiant de réconciliation des données entre différents univers. Quatrième point, la rupture Google Analytics 4. Donc, préparez-vous au passage dès maintenant. Je voyais qu'il y avait 2 questions sur ce sujet. C'est quand sera effectif le passage à Google Analytics 4. Aujourd'hui, vous pouvez en fait tout à fait installer en fait la version, donc elle est disponible en ligne. Quand vous allez sur Google Analytics, vous verrez, vous avez 2 entrées, Google Analytics Universal et Google Analytics 4. Quelle sera la date d'abandon de la version actuelle? Il y a un flou aujourd'hui. Ce qui est annoncé par Google, c'est qu'il ne maintiendrait plus l'ancienne version. Donc, on va voir Google Analytics 4 qui, très progressivement, va monter en puissance jusqu'au jour où, effectivement, on aura peut-être un coup près Google. Et dernier point, cybersécurité, cartographier l'accès à vos données, anonymiser les données personnelles, qui sont les 2 points qui nous paraissent importants. Ce qu'on voulait, en fait, dans ce webinaire, qu'on a prévu de cadrer sur 45 minutes, c'est vous montrer que 2021, c'est une année assez charnière pour la data et qu'il y a des gros dossiers que les entreprises doivent absolument prendre en compte. Et j'espère que nous avons été clairs sur ce point. Avant de prendre quelques questions, je vais simplement effectivement vous présenter le certificat marketing digital pour vous dire qui organisait ce séminaire. Donc, le séminaire est organisé par le certificat marketing digital, qui est une formation à destination des professionnels. Donc, c'est la formation continue qui a été lancée en partenariat par le CM Benchmark Institute et le SCP. Il y a maintenant plus de 6 ans de cela. Nous en sommes à la 22e promotion. Sachez que c'est un parcours de 10 jours qui se déroule en fait finalement sur 5 à 6 mois.
qui est encadré par des experts de haut niveau, et je remercie à nouveau Bruno d'avoir bien voulu témoigner. Donc Bruno intervient de longue date sur ce parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours qui est très opérationnel, notamment les participants travaillent sur des projets très concrets. Il y a une journée qui est dédiée aux soutenances des projets, qui sont des projets très variés et très passionnants. Je vais vous en montrer quelques-uns rapidement. On a les principaux modules, on est très marketing digital, plutôt marketing com, c'est toutes les problématiques de stratégie, de visibilité, de médias sociaux, de data, de mesures, qui sont les principaux modules. Et dernier point, avant de prendre les questions, les projets sont très variés, toujours très passionnants. Ça peut être, vous voyez, le nouvel enjeu des indicateurs de branding à l'heure du digital, la mise en place des éléments de pilotage pour un nouveau programme d'acquisition, l'intelligence artificielle au service de la relation client dans une grande banque. Je vous laisse regarder les autres projets. On a des projets très variés, très concrets, qui couvrent toutes les facettes des questions, des gros sujets du marketing à l'heure du digital. Ayant dit cela, ce que je propose, c'est de prendre en fait finalement les quelques questions. Et peut-être première question pour Bruno. Vous dites que la CNIL accepte qu'on utilise un outil d'analyse sans personnalisation, mais j'ai vu que Google Analytics n'est pas accepté par la CNIL car il stipule dans ses conditions générales que les données sont utilisées pour améliorer leur propre service. Tout à fait. Alors, le cas de Google Analytics n'est pas encore tranché. D'abord, ils ont modifié leurs conditions générales assez récemment. Et on peut avoir un paramétrage spécifique à Google Analytics qui fait que les données ne sont pas partagées. C'est-à-dire, vous déposez un ID qui est propre à votre site. Et donc, si vous voulez, je reviens à ce que j'ai dit, c'est la CNIL a demandé aux fournisseurs de mesures d'audience de déposer un dossier sur un site, sur leur site, avec un formulaire et toutes les informations. Et en juin cette année, en 2021, la CNIL s'est engagée à publier une liste d'outils compatibles. Donc, on attend cette liste. D'accord. Une question très intéressante de Rémi Jugot. Conseilleriez-vous à un annonceur de mutualiser ses first-party cookies avec d'autres marques ou bien de construire son indépendance? Est-ce que tu as un avis, Bruno? Partager ses first-party avec d'autres marques, ça va consister, les projets que tu as évoqués, ou Hervé, oui, complètement. à faire des ID mutualisés, en définitive. Conserver sa propre indépendance, si je comprends bien la question, ça consiste à je conserve mes first party et je ne participe pas à cette mutualisation. Si vous ne participez pas à cette mutualisation, vous restez dans votre propre domaine clos, qu'on appelle votre walled garden, mais qui est très limité. Donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de coopérer. Et ce que font les leaders de presse, ce que font certains sites, et auprès de prestataires, donc des data plateformes, des data brokers, dont certains sont présents d'ailleurs, j'en ai vu dans la liste des présents, et qui sont tous présents au SNCD pour mutualiser et vous offrir bien une grande richesse pour augmenter votre reach et augmenter la connaissance de vos data first party. Un avis de ma part, moi j'ai tendance, pour répondre à la question de Rémi Jugot, moi j'ai tendance à penser que les partenariats data vont devenir un sujet chaud de demain. Et que bien évidemment, il sera plus facile d'avoir de la volumétrie et de la complémentarité d'informations si on a les bons partenaires, sous réserve de trouver les bons partenaires, et qu'ils respectent bien les mêmes logiques d'exigence, notamment en sécurité, que vous. Il y a une question sur les nouvelles générations ne vont pas utiliser l'email de la même manière que nous. Est-ce une stratégie à long terme de capitaliser sur les emails? Alors, différentes études montrent qu'en définitive, on a une superposition des canaux digitaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux ne vont pas cannibaliser l'email. L'email reste un outil d'utilisation incontournable pour les sites commerçants. Vous ne payez pas la GAFA, donc indépendant, autonome, qui reste
un résidu, il y en a deux, hein, il y a le web et l'email, du monde Internet avant l'arrivée des GAFA. Et dès que les populations, enfin, dès que les jeunes travaillent, ben, l'email arrive, ils l'utilisent, en plus des réseaux sociaux. Donc moi, les études que je vois, mon avis, c'est qu'on aura les deux et ils seront complémentaires. D'accord. Maintenant, dans 5-10 ans, impossible de voir, de vous dire ce qui se passera. D'accord. Une question toujours pour toi, Bruno, c'est tu parlais effectivement de la fragilité éventuelle de Mailchimp. Oui. Du coup, qu'en penses-tu et voilà, quel risque en France et quels sont les acteurs français équivalents à Mailchimp qui voilà, c'est la question. Hein. Quels sont les acteurs français équivalents à Mailchimp? Équivalent à Mailchimp, bah, écoutez, vous en avez beaucoup. Hein. Vous en avez beaucoup qui sont d'ailleurs membres du SNCD. Certains ont fait des levées de fonds hein, pour d'ailleurs attaquer Mailchimp sur le marché international. Je pense à Sendinblue, je pense à des gens comme Sarbacane, Message Business. Je vois Actito en parfait remplacement Mailchimp. Oui, on est un peu dans la gamme au-dessus, mais il y en a vraiment énormément. Mailchimp est un des plus gros acteurs sur cette gamme de prestataires de CRM middle market, très CRM digitaux pour petites et moyennes structures. Vous en avez qui sont équivalents d'un point de vue fonctionnel et français, avec un support français. Je vous rappelle, Mailchimp, c'est quand même le royaume de la langue anglaise, et qui, pour moi, et fonctionnellement et dans leur capacité à répondre à vos besoins, sont équivalents. Donc, si vous allez sur le site du SNCD, vous avez une liste des prestataires qui conviennent parfaitement. D'accord. Alors, il y a une question finalement dont est-il possible de faire un regroupement d'ID mutualisé par rapport à la customer journey de sa marque? Je ne suis pas sûr, pour être franc, de bien la comprendre. Est-ce que toi, Bruno, C'est-à-dire, les ID, vous allez avoir des prestataires qui auront leur propre ID. Ce que vous évoquez, si j'ai un prestataire 1 qui a développé un système d'ID Connect Plus et un autre qui a développé un autre système d'ID, est-ce qu'il peut y avoir des ponts entre les deux pour augmenter le reach et faire en sorte qu'on puisse, dans la customer journée de la marque, mieux l'identifier? Alors, c'est vraiment trop tôt. Hein. Si on regarde la maturité de ces systèmes, ils sont en test. Et les premières campagnes sont en train de se faire. Là, j'ai vu que Sofinco, justement, travaillait avec LiveRamp sur une première campagne. D'abord, comme il y a encore les cookies tiers, pour benchmarker le reach et la performance des deux systèmes. Donc, c'est trop tôt pour vous le dire s'il y aura des passerelles entre les deux, entre plusieurs prestataires d'ID mutualisés. D'accord. Très bien. Merci Bruno. Je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait encore une question. Pas de questions dans le chat. Donc, dans ce cas, écoutez, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. J'espère que la vision qu'on a donnée, qui se voulait 360, était claire. Voilà, on a essayé, j'irais surtout de mettre en avant les dossiers qui nous paraissaient importants, de faire de façon simple et synthétique. Et pour les personnes qui ont des questions sur la formation, vous pouvez prendre contact à cet email, formation@ccmbenchmark.com, afin d'avoir toutes les informations nécessaires. Le support, ce que vous allez recevoir un mail avec le replay de la formation. Je ne sais pas très bien si effectivement pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de télécharger votre présentation. N'hésitez pas à envoyer un petit mail à formation@ccmbenchmark.com si vraiment vous le souhaitez. Voilà, bonne journée à tous, bon week-end confiné. Merci d'avoir été présent.
Et je vous dis peut-être à très bientôt sur le certificat marketing digital. Au revoir à tous. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Au revoir à tous.